Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, effectuons maintenant l'expérience de Young avec des ondes. C'est l'expérience de Young classique. Et ici, nous utilisons notre exemple intuitif des vagues. Donc, on a une digue percée de deux trous, des vagues qui s'amènent dessus, les vagues qui sortent par les deux fentes, et en guise d'écran, une plage. Et si on mesure grâce à la plage la hauteur des vagues, on obtient une courbe comme ceci, qui est une figure d'interférence typique, avec les bosses dans la courbe de la hauteur qui correspondent au cas où les vagues arrivent de manière synchronisée sur la plage. Donc les bosses des vagues arrivent de manière synchrone. On parle d'interférence constructive, et les creux correspondent au cas où on est arrivé à cet endroit de bosses et de creux. On parle d'interférence destructive. Donc lorsque les vagues sortent des fentes de la digue, elles forment des fronts d'onde circulaires qui vont interférer. Si les vagues qui sortent d'une fente arrivent en phase avec celle de l'autre fente, alors les bosses des deux vagues s'ajoutent et la vague résultante est plus grande. Si elles sont en opposition de phase, alors les bosses de la vague venant de la première fente arrivent en même temps que les creux de l'autre vague, et le résultat s'annule. Comme ce décalage entre les bosses et les creux dépend de la distance parcourue par les deux vagues, on a alternativement sur la plage, sur l'écran, des additions et des soustractions. La répartition de l'intensité de l'onde résultante forme ce qu'on appelle une figure typique, appelée figure d'interférence. Comme on le voit, le résultat n'est pas simplement l'addition des deux courbes en cloche pour les fentes séparées. On sait malgré tout calculer précisément cette courbe. On dit que les ondes interfèrent. Et comme on l'a vu en optique ondulatoire, si l'on note petit l la distance entre deux maximums, grand L, donc petit l, grand L, la distance entre les fentes et la plage, lambda, la longueur d'onde, et d, la distance entre les fentes, alors quelques calculs montrent que lambda est égal à petit l fois d divisé par grand L. Une relation fort simple. Par exemple, avec de la lumière, avec un laser, en général, à notre époque, ce n'était pas le cas à l'époque de Young, bien sûr, mais à notre époque, on va utiliser plutôt un laser parce qu'il donne une puissance lumineuse suffisante. En plus, les lasers ont une longueur d'onde bien précise. Avec une distance grand L de 10 mètres, on peut faire ça à l'air libre ou dans un grand hangar, une séparation des fentes de 1 mm, typiquement, on va utiliser à la sortie du laser dans son... juste à la sortie de l'émetteur, on met un tube et on place une diapositive à l'intérieur, noircie au noir de fumée, et dans laquelle on a fait deux fentes très proches avec une lame de rasoir. Et
on va observer sur le mur typiquement des franges séparées de 1 mm. Et alors, on calcule avec cette formule qu'on donne une longueur d'onde d'un 10 millième de millimètre, c'est-à-dire dans la lumière visible. Et donc, cette expérience peut se réaliser assez aisément. Il faut un laser, on peut utiliser une lampe au sodium aussi, ça marche plutôt bien. Alors, on peut se représenter la valeur du nombre par un nombre complexe. Alors, bon, ça c'est un tout petit peu technique, mais les nombres complexes sont omniprésents. On les trouve partout en physique, et en particulier en mécanique quantique. Donc, un tout petit mot là-dessus, hein, pas besoin de faire des calculs compliqués, juste dire ce que c'est. Alors, c'est une généralisation des nombres habituels, et c'est un nombre qu'on peut représenter dans un plan. Donc, on a deux axes, on va noter XY, peu importe, et un nombre complexe, ça sera un point, qu'on peut représenter par une flèche. Il y a une valeur ici, et une valeur là. Cette valeur-là est appelée partie réelle, le nombre ordinaire, et ici, cette valeur-là est appelée partie imaginaire, très utilisée au calcul, en algèbre, etc. Mais ce qui importe pour nous est qu'elle a une amplitude, ici, c'est la longueur de la flèche qu'on va noter I, et un angle qu'on appelle aussi phase, et qu'on va noter phi. La lettre grecque phi. Et donc, on peut représenter le nombre complexe, qu'on va appeler H, on peut l'appeler comme étant I phi. L'intensité de l'onde émise par la pente 1 peut s'écrire. Alors, I, en fait, on va noter I carré, est égal à H carré. Ça peut se calculer avec le théorème de Pythagore, par exemple, ou d'un peu trigono. Ça, les bas qui sont utilisés comme ça de part et d'autre, c'est typiquement pour donner l'amplitude. En fait, on prend donc le carré, et on prend l'amplitude au carré. Donc c'est la notation habituelle qu'on rencontre partout. Et donc pour l'onde qui sort de la première pente, c'est I1 égale H1 au carré. Ah oui, donc une onde peut se représenter par un nombre complexe. Ici qu'on note H. Pourquoi? Parce que l'onde, la vague, a une certaine amplitude, la grandeur ici, et alors elle a une phase, elle est plus ou moins décalée, les bosses et les creux sont plus ou moins décalés, qu'on peut représenter par un angle, l'angle phi. D'où l'usage des nombres complexes, extrêmement pratique. Et donc, l'onde qui sort de la pente 1 peut se noter I1 égale H1 carré. De même pour la deuxième. Alors, on sait que, bon, I1, ça donne une courbe en cloche, I2 aussi, et la somme, le résultat ici n'est pas simplement la somme des courbes en cloche, c'est pas la somme des intensités, des amplitudes de l'onde, parce qu'il y a ces décalages entre les bosses et les creux qui interfèrent. Il est clair que ce sera la somme des ondes. On fait la somme des deux ondes qui oscillent à un endroit donné, on fait la somme des deux, parfois des bosses, parfois des creux, etc. Et donc, c'est l'intensité I12 ici, c'est simplement la somme H1 plus H2. La somme des deux ondes, c'est la somme des deux nombres complexes carrés. Et avec les calculs pour les nombres complexes dont je vous fais grâce, on obtient I1 plus I2, la somme des deux intensités, plus une petite constante ici, cosinus delta. Alors delta, c'est simplement le déphasage entre les deux ondes. Phi 1 moins
phi 2. Et un terme cosinus, donc un terme typique de la fonction typique en trigonométrie oscillante. Et ce terme-là est typiquement un terme d'interférence. Alors que se passe-t-il si on observe par où passent les vagues? Donc c'est tout pour ce petit intermède technique, sans rentrer dans les détails. Alors que se passe-t-il si on observe par où passent les vagues? Alors, il suffit de placer des bouchons près des deux fentes. Et lorsqu'une vague se présente, ici, on observe que la vague passe par les deux fentes, les deux bouchons se mettent à bouger. Et donc les deux vagues passent par les deux fentes avant de se rencontrer et d'interférer. Donc, cela reste somme toute assez simple. Si on fait abstraction des calculs, ils ne sont pas si compliqués que ça, mais je ne les donne pas ici. C'est assez simple, parce qu'après tout, les vagues sont des objets classiques de la vie quotidienne. Elles sont faciles à observer et à comprendre. Et d'ailleurs, avec un petit bassin, quelques bouchons, quelques planches trouées pour faire les trous de la digue, une planche bien sèche qu'on va incliner en pente douce à fleur d'eau pour faire comme la plage, on réalise alors très facilement cette expérience. Il suffit derrière les deux trous de taper dans l'eau pour avoir une vague, elle se propage, interfère et on observe très facilement le résultat. C'est même une expérience que je conseille de réaliser parce qu'il est rare que les expériences de physique soient si simples à réaliser. Et ici, la réalisation est vraiment élémentaire, à la portée de tous et peut se faire chez soi. Et il est clair en physique qu'il n'y a rien de tel que de mettre la main à la pâte pour vraiment comprendre ce qui se passe. Voilà pour les Young classiques, on va dire, les corpuscules et les ondes. Et dans la prochaine vidéo, les choses vont se corser. Nous allons discuter de l'expérience réalisée avec des électrons. Je vous remercie.